Le point, c'est la rentrée. Quel plaisir de vous retrouver après cet été chaud, très chaud ma foi. Et pour lancer cette année où il sera beaucoup question de très grands sujets internationaux, économiques et sociétaux notamment, eh bien on a choisi de commencer local. Même si pour beaucoup Genève c'est le centre du monde, ça concentre en quelque sorte une partie du monde, ça c'est peut-être vrai, sacré canton. Et élection cantonale oblige, nous allons lui consacrer à ce Genève 2 émissions cet automne, dont la première ce soir sur sa gouvernance. Genève et ses Genferei à répétition, Genève, clown de la Suisse, une petite France vue de Berne et de Zurich, où le blocage est institution, qui jette l'argent par les fenêtres, mais où l'argent continue de couler à flot. Mais jusqu'à quand? Genève ingérable, point d'interrogation. Genève d'ailleurs gérée par qui? Par le Conseil d'État, que l'on doit justement réélire bientôt, par les fleurons de l'économie qui font encore sa richesse, Rolex et consorts. Y a-t-il tout simplement encore un pilote dans l'avion? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Caroline Cast, bonsoir, je commence par vous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes une figure de la gauche genevoise depuis des lustres, ancienne présidente du Parti socialiste, ancienne députée. Vous êtes actuellement conseillère administrative de la ville d'Aunay et désormais candidate pour remplacer le siège socialiste d'Anne-Emery Torasanta au Conseil d'État. Éric Stauffer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir quitté pour nous votre cher Valais, votre nouvelle retraite valaisanne. Ça faisait bien longtemps, comme vous n'avez pas vu par Genève. Mais on s'est dit justement que tout ce bon air, ce recul pris, vous auriez sûrement beaucoup de choses à dire sur la Genève politique. Éric Stauffer, est-ce qu'on le rappelle encore, vous êtes fondateur du mouvement citoyen genevois, un parti qui a littéralement explosé dans les années 2000-2010 sur un discours essentiellement anti-frontalier. Vous avez même été député, conseiller administratif avec Caroline Cast à Aunay. Mais un peu forcé, vous avez fini par tout plaquer en 2018, parti et politique et canton réunis. Et Gilles Clavreul, bonjour. Bonjour Laetitia. Bienvenue, merci beaucoup de nous avoir rejoints exprès de Paris. Gilles Clavreul, vous êtes vous aussi un politique de centre-gauche, cofondateur du Printemps républicain. Vous avez appartenu au gouvernement de François Hollande, fait campagne cette année avec Emmanuel Macron. Mais c'est surtout en tant que grand spécialiste de l'État et de la fonction publique que vous êtes là ce soir, vous-même haut fonctionnaire, actuellement préfet. Vous avez publié l'an passé un livre extrêmement édifiant sur l'état des lieux de cette grosse machinerie, l'administration, à laquelle vous croyez, mais dont vous notez les dérives. Votre ouvrage, dont on voit s'afficher là, la pochette sur notre écran, s'appelle « Dans le silence de l'État, comment l'impuissance publique livre la société à elle-même ». Moi, Mirette Zakir, toujours la bienvenue, Mirette. Autre analyste d'une tendance libérale, vous tout au contraire de Gilles Clavreul, plutôt défiante par nature de l'État. Vous êtes journaliste économique et essayiste. On voit aussi à l'écran votre dernier ouvrage, La désinformation économique, paru aux éditions Favre. Et donc, Alexandre Chevalier, mi-politique, mi-analyste, vous aussi, vous êtes membre du PLR, le premier parti du canton de Genève, cadre également de Les Républicains en Suisse, son porte-parole durant les dernières législatives françaises. La première question sera pour vous, Alexandre. Y a-t-il un pilote dans l'avion à Genève ? Si on parle d'un pilote qui gouverne Genève au niveau du Conseil d'État, il devrait en avoir 7. Je ne suis pas certain qu'aucun des 7 ne pilote aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on a plutôt une bande, en fait, qui joue les stewards et les hôtesses de l'air à distribuer un peu comme ça de l'eau et puis des cacahuètes aux passagers pour faire croire que tout va bien et qu'on avance. Mais on est probablement face à un des pires gouvernements en termes de collectivité, pas forcément d'individus, mais collectifs, des pires gouvernements depuis les 30 dernières années. Moi, j'ai commencé la politique, j'avais 17 ans, dans les années 90, et je peux vous dire que la stature des hommes et des femmes d'État n'était pas du tout celle qu'on a malheureusement aujourd'hui. La question, c'est pas s'il y a un pilote dans l'avion, c'est qui pilote l'avion. Et il est fort probable qu'aujourd'hui, le pilote n'est pas dans le gouvernement, mais on va dire est dans la tour de contrôle, et il est représenté par un certain nombre d'associations professionnelles, patronales, syndicales, grandes entreprises, lobbies, où l'autonomie du politique s'est largement réduite, la puissance du politique s'est largement réduite, sans compter sur l'effet, et on en parlera j'imagine avec Gilles, de l'administration, de la puissance de l'administration administrante, pour le dire déjà comme ça, face aux politiques et face à ces décisions. Et donc je pense qu'aujourd'hui on a une situation
extrêmement tendu politiquement, parce que les sujets politiques se sont complexifiés, la politique est devenue plus compliquée à mettre en œuvre, et on a plus ou moins de bons gestionnaires, mais on n'a pas de vision. Et donc, il n'y a pas de pilote parce qu'il n'y a pas de cap qui est fixé aujourd'hui. Alors, parler de pilote et d'aviation en politique, c'est toujours assez malvenu. Hein. C'est vrai qu'on l'a vu avec notre conseiller fédéral aujourd'hui. Mais effectivement, est-ce que cette image, parce que je l'ai caricaturée en introduction, on a l'impression, quand on parle de Genève, de politique genevoise, on parle de l'affaire Maudet, on parle de Genferail, on parle du dégrappage du bitume, on a toujours l'impression que c'est cafouillage sur cafouillage. Et dans les faits, c'est vrai qu'on a l'impression que, voilà, quand on commence à examiner la situation, qu'on n'a pas un parc immobilier ad hoc, que l'urbanisation, on ne voit pas très bien dans quel sens elle va, qu'on arrive à faire aucune réforme structurelle pour l'État, que les choses n'avancent pas et que malgré tout, on a des budgets colossaux. Hein, c'est les plus gros budgets de Suisse, 12 milliards, peut-être 13 si on ajoute l'argent qui est donné par la Fondation Wilsdorf. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. En même temps, on dépend quand même du privé pour gérer tout ça. Et donc, on se pose la question, alors est-ce que l'image que je suis en train de décrire, Caroline Casse, est-ce que cette image-là, elle est erronée ou bien, et sinon, alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi ça dysfonctionne tellement à Genève et est-ce que c'est particulier à Genève? D'abord, j'aimerais revenir sur l'image très riche de notre canton. Alors, c'est clair, notre canton est un canton très riche, mais il est aussi le canton de Suisse à avoir le plus haut taux de pauvres et le canton de Suisse à avoir le plus grand écart, les plus grandes inégalités parmi sa population. Donc, pourquoi ça, notamment? Pourquoi est-ce qu'on a plus de pauvres ici qu'à Zurich? Alors, à mon avis, c'est très clair. C'est que la redistribution, cet argent coule à flot, peut-être, mais il ne va pas dans les bonnes poches. La redistribution ne permet pas d'assurer les besoins de la population. Et ça, je pense que c'est... il faut en être clair. On peut parler d'administration pléthorique si ça peut vous faire plaisir. Moi, ce que je constate, c'est qu'au niveau des prestations, on n'est pas du tout dans le pléthore. Parce que si on était dans la pléthore... J'ai juste dit le coût 13 milliards... Probablement, hein, si on estime effectivement l'argent de Wilsdorf à 1 milliard, 13 milliards, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour ne pas arriver finalement à accomplir les tâches régaliennes. Les tâches que doit accomplir un État, enfin ça dépend de la vision qu'on a de l'État, mais de mon point de vue, les tâches que doit accomplir l'État ne sont pas uniquement les tâches régaliennes. C'est également des tâches justement de redistribution d'une partie de ses richesses, pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre un certain nombre de difficultés. Et quand on voit le coût de la vie à Genève et le coût des salaires qui certes suit, mais largement pas le coût de la vie, quand on ajoute les loyers et les assurances maladie, je crois que le résultat il est assez clair. C'est pour ça qu'on a cette pauvreté. Parce qu'on a un problème de redistribution. On n'a pas un parc immobilier qui nous permet aussi d'avoir assez de logements. Parce que si on prend encore une fois la comparaison avec Zurich, qui est une mégapole, enfin qui est une grande ville à l'échelle suisse, où le coût de la vie est tout aussi cher, voire plus cher qu'à Genève, on n'a pas ce même type de situation. Non, on n'a pas parce que... entre Zurich et Genève. Je vous l'expliquerai après. Il y en a plusieurs, on n'a pas, notamment, si on parle de l'immobilier, puisque vous preniez cet exemple, et puis que c'est un exemple que je connais bien, mais la question elle est très simple. À Zurich, il y a des coopératives qui sont donc des maîtres d'ouvrage d'utilité publique, même s'ils sont privés. Leur but, ce n'est pas de remplir les poches d'une quelconque personne, c'est de mettre à disposition des logements contre un loyer à leurs membres coopérateurs. À Genève, on a un lobby immobilier qui veut garder la poule aux œufs d'or et surtout ne pas la partager. Donc on le voit avec des projets au Parlement où chaque fois qu'une collectivité publique essaye de faire du logement d'utilité publique, c'est-à-dire d'acquérir des terrains pour pouvoir mettre à disposition des logements qui correspondent aux besoins de toute la population, eh bien, on a des lobbies qui cherchent à maintenir leur mainmise sur cette manne qui est le terrain, manne qui n'est pas renouvelable et qui est extrêmement rentable. C'est-à-dire qu'on a véritablement des groupements qui cherchent à protéger leur rentabilité, leurs bénéfices, et donc, à ce titre, empêchent d'avoir une politique qui est plus dans l'intérêt de la collectivité et non pas d'un petit nombre de possédants. Prenons cet exemple des lobbies au Parlement. Justement, ça veut dire quoi? Que les gouvernants sont trop faibles pour résister à ces lobbies? C'est la structure? Ou bien c'est ces lobbies, justement, qui ont grossi ces dernières années? Ou si c'est notre système qui est comme ça?
Miyazaki. Ces dernières années, c'est vrai que la Suisse a connu des secteurs qui se sont beaucoup enrichis, le secteur financier, le négoce de matières premières, l'horlogerie, les assurances, etc. Et dans ce contexte, le lobbying a explosé un peu partout en Suisse, au niveau de l'Union européenne, et les lois n'ont pas suivi, c'est-à-dire la réglementation qui force à une transparence par rapport au montant touché par les députés n'a pas pu vraiment passer pour permettre, vous pouvez regarder le site de LobbyWatch, .ch, qui parle régulièrement de ces sujets, et vous voyez que vous n'avez pas la transparence qu'il faut pour vraiment voir les flux qui exercent des différentes pressions et intérêts privés spécifiques, justement, contre l'intérêt général. Mais l'enrichissement de Genève, revenons là-dessus, c'est très intéressant. C'est vrai que Genève a touché des recettes records en 2021, mais c'est trompeur. C'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas faire une politique de long terme basée là-dessus. Les banquiers privés qui sont de manière écrasante la source de ces recettes fiscales supplémentaires, les horlogers un petit peu aussi, mais beaucoup moins, et puis un peu le négoce des matières premières, les négociants qui ont profité des prix du pétrole et du gaz, etc. Toutes ces entités-là ont fait des recettes records, mais vraiment basées sur une conjoncture très spéciale liée au contexte géopolitique international. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que Genève est un canton qui fait des recettes comme ça chaque année. Et il faut se dire que pour une vision de long terme, il faut une vision commune. Là, je reviens sur ce que vous disiez, un projet commun au sein d'un conseil d'État où les projets partisans ne vont pas faire qu'on est écartelé et qu'on va avoir un mix de politique où finalement on n'a pas un projet vers lequel on s'oriente qui fait de Genève une ville qui se démarque à l'international pour attirer un certain type de clientèle qu'elle a choisi, qu'elle a ciblé, qui convient au contexte actuel. Vous avez la possibilité d'un développement écolo-local, on va dire, disons, qui va avoir des options assez radicales. Vous avez la possibilité pour Genève d'un développement affairiste qui va être... On va concurrencer Dubaï, on dérégule et tout. Mais mettre les deux ensemble, mixer les deux, vous ne pouvez pas. Parce que si vous êtes une forteresse réglementaire et en même temps vous voulez être dans la dérégulation qui accueille les affaires, etc., c'est totalement impossible. C'est ça le péché qu'on a aujourd'hui à Genève. On est un peu désorienté parce que Genève arrive à un moment de son histoire où le contexte international imposerait des choix plus radicaux et un conseil d'État avec une vision commune et transpartisane, au-delà, qui transcende les visions des partis et des lobbyistes. Et pourquoi on n'a pas cette vision ? Est-ce que c'est dû au personnel, là, pour le coup ? Les partis n'ont pas évolué, disons, si vous voulez. On voit bien le PLR avec le côté écologique et les tentatives qui ne sont pas toujours très concluantes. Et on voit les socialistes qui veulent aussi prendre soin quand même des entreprises, pas complètement les négliger, qui ne vont pas dire non à la RIE 3, enfin à l'imposition des entreprises. Alors, chacun essaye d'être pragmatique, mais les visions partisanes restent encore trop... dans leur tranchée, et puis non, il ne s'est pas développé une vision sur le marché mondial où devrait se situer Genève, par rapport à Dubaï, par rapport à Hong Kong, par rapport à Londres, par rapport à New York, par rapport à toutes ces autres villes, même Stockholm, qui se développent avec vraiment un positionnement clair. Voilà qui on veut être. On veut une qualité de vie, on veut des zones piétonnes, ou bien on veut accueillir toutes les affaires du monde, être ouvert. C'est des options tellement différentes que c'est juste impossible de les combiner. Mais ces deux clientèles sont encore là, elles cohabitent, et c'est une transition un peu difficile, je pense. Gilles Clavreul, vous qui regardez ça un petit peu de haut, hein. Alors en France, c'est vrai qu'il y a eu des projets, hein, enfin des réalisations. Quand on voit la ville de Bordeaux, quand on voit Lyon, il y a eu des développements comme ça assez spectaculaires de villes qui ont été réformées, qui ont été pensées. Mais de manière plus générale, justement, ce fait de ne pas saisir l'enjeu des problèmes, que ce soit au gouvernement ou que ce soit par les partis, c'est quelque chose qui vous parle? Vous regardez ça un peu avec amusement, ou bien c'est quelque chose qui est en résonance avec une situation plus générale? Pas de haut, en tout cas, et justement avec beaucoup d'humilité, parce qu'on ne peut pas dire que la situation politique française soit très Alors actuellement, elle est franchement... Elle est un peu compliquée, elle est un peu morose, et même le président de la République, Emmanuel Macron, donne de lui-même le ton, comme il l'a fait aujourd'hui. Français, préparez-vous à des moments difficiles. On est dans un moment dont on sent bien qu'il est, en tout cas, du point de vue du rapport que les citoyens entretiennent à la politique, est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se sont délitées, défaites ces dernières années. Il y a un mécontentement qui est maintenant très structurel, qui se traduit par des comportements d'évitement ou de colère, soit l'abstention, soit le vote pour des formations protestataires. Et donc on a du mal, il y a une espèce de notion de paradis perdu. C'est pas un paradis, mais enfin, le sentiment qu'il y a quelques années, quand même, les choses étaient un peu plus structurées. Moi, je vais un peu là où je peux, puis alors quand on m'invite, j'en suis très content,
pour voir aussi comment ça se passe ailleurs. Et vous savez très bien, parce que vous autres à Genève, vous nous connaissez très bien, mais nous, on ne vous connaît pas très bien. Vous savez très bien que les Français ont une vision assez Ça schématique. vexe terriblement les Genevois. Hein. Ils ont l'impression qu'effectivement, ils sont un miroir en plus petit de Paris. Oui, mais du coup, les Français, on leur dit non, les non, Français, vous n'êtes eux, rien. les Enfin, Français, on ne mais connaît pas. c'est pas. Non, Mais oui, sauf que. Alors, mais il ne faut pas avoir ce complexe d'infériorité, parce que les Non, je vous Français ne dis sont pas comment très curieux d'une manière générale. Il faut bien le reconnaître. Vous De êtes ce pas qui le se passe premier à en nous dehors dire. de leurs frontières, ils ne connaissent pas très bien, mais pas plus. Comme les Genevois par rapport au reste Pas de la plus Suisse. ce qui se passe en Brésil. Allemagne. Dans les enjeux européens là, de très court terme, il va y avoir les élections en Italie. Alors, vous, en Suisse, vous êtes plus directement concerné et impliqué, vous suivez ça. En France, aujourd'hui, au point où on en est, on ne se rend pas compte du tout de l'impact que ces élections vont avoir pour l'Europe, pour l'Union européenne, mais pour l'Europe en tant que continent, en tant que projet politique, etc. Donc, on a un peu ce travers-là national qui est malheureusement ancien. On n'a pas toujours une bonne connaissance, et s'agissant de la vie politique suisse, qui est si différente de la nôtre, on a toujours plus ou moins dans l'idée que, particulièrement nos cousins romans, ils parlent français, voilà, ça se passe un petit peu comme chez nous. Ils vendent du chocolat. Et puis, il y a les montres, etc. Ils mettent de l'argent français à l'abri. Il y a tous les clichés, et on a notamment cette idée que la Suisse, et Genève en particulier, c'est une France en mieux, ça marche mieux, les gens s'entendent bien, ils sont responsables. Et ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai, mais ce qu'on ne mesure pas bien en France, parce qu'on ne connaît généralement pas bien la vie politique suisse et l'histoire du pays, c'est la particularité, la singularité de ce projet politique, de cette construction politique, ce rapport à la citoyenneté qui est très différent de chez nous. Et peut-être, en vous entendant parler de cette espèce de paradoxe, qu'effectivement j'ai essayé un peu d'illustrer dans mon livre, entre suradministration d'un côté et pourtant des tas de... On a l'impression que ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire les choses, qu'il y a des tas de problèmes sociaux qui ne sont pas traités, qu'il y a des inégalités qu'on n'arrive pas à combler, des inégalités au départ ou des inégalités qui se forment au cours de la vie, pour prendre ce sujet que vous avez évoqué à raison et qui m'importe aussi. Peut-être qu'on aboutit en France et en Suisse un peu au même résultat, mais par des voies quasiment opposées. C'est-à-dire que le modèle politique suisse fait que le citoyen est plutôt réticent envers l'État. Il n'attend pas tout de l'État. Et il a plutôt la crainte d'une suradministration ou d'une mainmise, en tout cas sur ses libertés, sur les libertés locales et les libertés individuelles. Les Français, parce que structurellement l'État joue un rôle central, c'est un peu le contraire. Ils attendent que l'État vienne à leur secours pour rétablir une justice qui aurait été rompue par l'ordre des choses. Le résultat quand même, c'est que ce cumulé de lourdeur de l'appareil public et de manque d'efficacité pèse beaucoup sur le crédit qu'on porte à la politique, sur la confiance qu'on a dans l'engagement public. Alors moi, si vous me dites, et j'en serais heureux que là, dans les échéances électorales qui viennent ici à Genève et puis au niveau fédéral l'année prochaine, vous avez avant l'émission, je vous posais des questions sur l'engagement des jeunes, notamment, ça m'intéresse. Nous, on a ce vrai problème là en France, on a le sentiment qu'il y a un décrochage générationnel très très fort, que les jeunes d'aujourd'hui, pas dire qu'ils ne s'engagent pas, mais ils s'engagent différemment et ils sont très méfiants envers la politique. Moi, je suis très curieux et intéressé de savoir comment ça se passe chez vous ici et comment ça va se passer dans les prochains mois. Alors, on viendra. Mais vous décrivez effectivement le fait que le rapport à l'État, en l'occurrence à Genève, Eric Stauffer, l'État, il est quand même très, 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 très important, peut-être beaucoup plus qu'en Suisse alémanique, et il coûte effectivement très, très cher, et il est aujourd'hui difficile à réformer, on le constate de nombreuses manières. Est-ce que cet État, aujourd'hui, il a vraiment un pilote ? Est-ce que les conseillers d'État, justement, sont à la manœuvre, ou bien est-ce que cet État qui coûte très cher, qui n'arrive pas à assumer toutes les tâches ou toutes les missions qu'on lui fixe? Est-ce que cet État, aujourd'hui, il est comme un bateau sans gouvernant ou pas? Titanic, c'est aussi un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Non, merci de me donner la parole. Ça fait 10 minutes que je vous écoute et évidemment, chasser le naturel, il revient au galop. Je suis obligé de m'inscrire en faux dans passablement de choses qui ont été dites. Voilà, les théories, c'est bien. On fait un grand plan sur la comète. C'est vrai que Genève, il faut ramener les choses à leur juste équation. C'est un canton-ville d'un demi-million d'habitants. Alors, pour ceux qui ont la chance de voyager un tout petit peu, puis vous allez expliquer à des pays que Genève a
13 milliards, et puis si vous rajoutez encore les communes où vous aviez inclus 12 les communes, et 13 voilà. milliards avec ce qu'on imagine être... 13 milliards de francs pour un canton-ville d'un demi-million d'habitants, ça ne fait pas lire n'importe quel président de région en France. Récemment, j'ai été voir un de mes amis d'enfance, qui est le maire de la commune de Latte, vers Montpellier, qui est du reste vice-président de la région de Montpellier. Il ne voulait pas me croire quand je lui articulais les budgets. Alors, maintenant, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les Genevois. Moi, j'entends Caroline Cast... Oui, mais quoi? Genre, rester sur la machine administrative. Oui, mais justement, je vais vous y répondre. J'entends Caroline Cast qui dit, oui, il n'y a pas de redistribution. Mais c'est totalement faux. Le problème, ce n'est pas la redistribution. Il faut faire un petit zoom arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir les gens du travers du social? Il faut leur donner un emploi. Du moment où les gens travaillent et gagnent un salaire, le social, les aides sociales baissent. Et c'est là où je m'inscris en faux avec cette politique de gauche qui plombe les finances du canton. Je veux dire, aujourd'hui, on a donné une facilité. On a donné une facilité. Et je suis un dirigeant d'entreprise. On peut engager du personnel dans toute l'Europe. Du personnel qui est formé, notamment chez nos amis français, qui va venir travailler pour 4 fois le SMIC que cette personne aurait touché en France. Et puis aujourd'hui, à Genève, sur un parc d'employés de 270 000 personnes, on a environ 100 000 frontaliers. L'équation, elle est vite faite. C'est vrai que Genève, le canton de Genève, n'a pas la main-d'œuvre suffisante pour répondre à l'économie. Donc il nous faut importer de la main-d'œuvre. Ça, c'est une équation, elle est factuelle. Mais encore une fois, la priorité de l'emploi aux résidents. Je ne fais pas et je n'ai jamais fait de différence de nationalité. La clé pour résoudre l'aspect social à Genève, il est là. Et on peut tourner l'équation comme on veut. Mais aujourd'hui, dans l'élite politique genevoise, on n'en parle plus. Oui, il y a la préférence cantonale, c'est rentré dans l'ADN des gens. Mais les actions sont où? Vous êtes en campagne, Éric Stauffer? Non, alors je mets tout de suite à l'aise tout le monde. Je ne reviendrai pas en politique. Je donne mon avis parce que j'ai quand même partagé la vie politique du canton de Genève pendant 13 ans comme député et 4 ans comme magistrat communal, notamment avec Caroline. Et je crois que notre cohabitation, parce que c'est un peu bizarre, Éric Stauffer, MCG, Caroline Cast, Parti socialiste, c'est bien passé et que le bilan était positif. Mais en même temps, je vous rappelle que vous avez un magistrat ou un ex-magistrat qui s'occupe de ces affaires-là, Mauro Poggia, qui vient de votre parti. Oui, et je pense que c'est un des meilleurs conseillers d'État, oui, alors, apparemment, il a rien en tout cas de cette législature. Vous vous rendez compte que Mauro Poggia, il a un des plus grands département, quand il y a eu la petite dérapée... Mais en creux, vous venez de dire exactement l'inverse. Non, et quand il y a eu la dérapée de Pierre Maudet, aujourd'hui, Mauro Poggia a en plus la présidence du Conseil d'État. Je pense qu'il a fait des actions qui étaient positives, il n'a pas fait tout juste. Mais là, je vais rejoindre mon ancien collègue, je vais dire PLR. Ce que je reproche au gouvernement de manière générale, c'est que nous avons affaire à des gestionnaires plus ou moins bons, qui excellent plus ou moins, mais nous n'avons plus de visionnaires. Et pour moi, un conseiller d'État, un ministre, avant tout, doit être un visionnaire. Il doit avoir un projet, une vision pour le canton. Et ensuite, c'est son administration qui va faire la gestion. Mais lui, il est là pour donner les impulsions. En tout cas, lorsque j'ai eu la chance, parce que c'était pour moi un des meilleurs mandats, celui de magistrat communal, c'est ce que je me suis employé à faire. J'ai eu une vision. Et mes services ont fait la gestion de cette vision que j'avais. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Aujourd'hui, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ben écoutez, moi, j'en sais rien. On a un canton, majorité électorale à droite, et un gouvernement à gauche. Il faut m'expliquer. Pour vous qui venez de la France, ça doit être un petit peu bizarre quand même, d'avoir une majorité électorale à droite et un gouvernement de gauche. Et ça, pour moi, c'est la responsabilité de la droite ou les droites qui, pour des querelles de clochers, n'arrivent pas à se mettre d'accord et laissent proliférer, je dirais, l'arrogance d'une gauche qui va aller de plus en plus loin dans le dictat écologique,
Alors, je conclus en disant, il nous faut des conseillers d'État, et j'espère que la prochaine législature en proposera. Il faut des visionnaires, pas des gestionnaires. Il y a assez de fonctionnaires pour gérer les affaires de l'État. Il nous faut une protection des résidents. Le point de retour, Genève ingouvernable, gouverné par qui, comment, on continue d'en parler. Et donc là, on est en train de parler de la faiblesse du statut de l'élu. La question se pose aussi de qui on présente, notamment la droite. Parce que quand on regarde, ou en tout cas quand on se souvient, on a l'impression que depuis, grosso modo, les années 80, Alexandre Chevalier, peut-être un peu plus tard, disons... Un peu plus tard, fin des années 90, début des années 2000. Ça. On a l'impression qu'il y a une vraie faiblesse, pas seulement d'ailleurs à Genève, mais même sur le plan fédéral, sauf chez les femmes, parce qu'elles ont encore quelque chose à prouver, mais que globalement, à quelques exceptions près, on en voit surtout des personnages de second rang pour les exécutifs. Est-ce que ça, c'est une impression ou bien ça se vérifie? Non, c'est une réalité, parce que le poste est plus sexy, pour dire les choses clairement. D'abord, en fait, à droite, on considère qu'on peut gagner plus d'argent en restant dans le privé, en exerçant sa propre profession, qu'en allant au Conseil d'État, malgré le statut et le salaire d'un conseiller d'État. Mais surtout, on a considéré que le pouvoir s'était déplacé. Il se fait plus forcément au sein du Conseil d'État. C'est plus, comme je disais, celui qui pilote, mais il pilote à côté. Et puis, il y a une espèce de professionnalisation. Alors j'y viens, il y a une espèce de professionnalisation un peu malsaine d'ailleurs même à droite, qui tient à présenter, que ce soit au Grand Conseil, au Conseil d'État, souvent des gens qui sortent on va dire, de syndicats patronaux. Et donc de régie patronale, et qui sont une espèce de fonctionnaires de droite, pour le dire comme ça, et le dire vite, parce qu'ils ont aussi une vie entrepreneuriale, bien évidemment, mais qui empêchent d'une certaine manière le citoyen lambda de droite, employé, qui viendrait de la droite, de siéger, de faire de la politique, même dans des exécutifs et même dans des parlements délibératifs, comme c'est le cas dans les communes et en particulier aussi dans la ville de Genève, parce que c'est chronophage, les sujets sont complexes, la prise que vous avez sur les sujets est minime. En tout cas, en tant qu'élu, déjà, au niveau du Parlement, vous votez peut-être le budget, mais vous êtes un parmi un certain nombre. Même localement, vous n'avez pas des délégations, comme il y a dans les mairies en France, par exemple, qui vous donnent du pouvoir sur, alors, un micro-pouvoir, sur une micro-administration, mais là où vous êtes, sur ce que vous êtes en train de faire, là, vous en avez. Ici, ça n'existe qu'au niveau des exécutifs, pas vraiment au niveau du législatif. Et si vous n'avez pas un peu une carrière qui vous pousse, où vous démarrez dans un parlement municipal, dans un parlement cantonal, après, il n'y a pas forcément une évolution qui fait que vous vous lancez naturellement à la conquête du pouvoir dans un gouvernement local. Et donc ça, je pense que déjà, le rôle de l'élu, le statut de l'élu est un tabou, parce qu'aujourd'hui, on tend notamment à diminuer le nombre d'élus pour des raisons purement populistes. Je donne un cas très rapidement sur ce qui se passe aujourd'hui en Italie, on en parlait, il y a des élections. Aujourd'hui, dans ces élections italiennes, le Parlement a été coupé suite à une recommandation, une proposition de loi du mouvement 5 étoiles à l'époque, d'un tiers. Et on voit que les sacrifiés aujourd'hui de ce tiers qui ne sera plus présenté, ce ne sont pas des politiques professionnels, au contraire. C'est tous ceux qui venaient de la société dite civile qui ont été sacrifiés pour qu'on garde les places pour ceux qui étaient professionnels des partis et de la politique. Et ça démontre qu'on coupe pour des raisons purement... Là, c'était purement populiste, finalement, comme mesure de couper pour couper le nombre de sièges. On coupe les possibilités aux représentants qui ne sont pas des représentants, entre guillemets, de lobby, de venir s'impliquer dans la vie, on va dire vraiment dans la vie de la cité. Hier soir, on a vu aussi un discours du président de l'affaire qui a fait la morale, je crois que c'était marqué Yvan comme ça. Donc la Fédération des entreprises romandes. Tout à fait, qui a fait la morale au gouvernement de gauche et qui est allé faire campagne pour dire qu'il fallait élire un gouvernement de droite. Alors, comme le disait M. Stoffer tout à l'heure, de droite unie, rassemblée. Ça, on pourrait en parler, c'est un autre débat sur les droites et sur ce qu'elles s'apportent les unes aux autres ou les différences qu'elles ont les unes avec les autres. Mais on peut se poser la question si, légitimement, est-ce que c'est le rôle, en fait, de faire ça. Mais même M. Stoffer, avec le MCG à l'époque, a contribué à faire un certain nombre de lobbies en permettant que les policiers soient un lobby au Parlement. On peut se poser aussi la question du conflit d'intérêts que ça pose par rapport à la population, aussi en termes de lobby. C'est aussi un type de lobby. On a les lobbies économiques de la droite, on a les lobbies sociaux, notamment avec la SLOCA et autres, de la gauche, d'où vient Madame Cast comme élue aussi. Et il monte aussi, il présente aussi un certain nombre de gens. Il ne présente pas toujours non plus des gens qui viennent de la
société. civile. Non, ils ne Oui, mais présentent pas toujours des gens qui viennent justement en Ça fait, peut être de l'économie normale. Ça peut être problématique. Par exemple, en commission de l'instruction publique, il y a des enseignants. Oui, mais c'est la société civile. Ouais. Là, ils ne sont pas Mais il y a avec un leur conflit titre d'intérêts. d'enseignants. Je veux dire, après, ils si sont on avec commence à ils sont limiter... avec leur, Très bien. leur Alors, avec leur prisme, bagage. on grossit le Ils trait, viennent avec on leur commence à bagage. limiter. Donc, on enlève les enseignants, on enlève tous les fonctionnaires, parce pour que... décider sur des questions qui Donc, il concernent reste qui l'enseignement, c'est Donc mieux, vous avez une non société civile qui est une partie. Donc à la fin, et Comme c'est vrai expert. que Mais après, pour j'ai décider. pu aussi me poser la question au fil du temps, mais à la fin, c'est le souverain qui élit le peuple. Donc, du moment où on sait que le député un tel est enseignant ou que le député un tel est policier, ça ne me pose pas de problème. Il est élu par la société civile et très franchement, il représente le Conseil général qui est la population. Le problème Mais j'aimerais juste rebondir, si vous me permettez, sur hier, ce qui là-dessus. s'est passé à l'affaire. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant. Vous avez une ministre verte qui a été élue, je veux dire, dans une partielle, qui est Fabienne Fischer, qui est ministre de l'économie, qui vient s'exprimer à l'affaire, qui représente quand même, je le dis pour notre ami français, 45 000 entreprises en Suisse romande. C'est pas rien. Donc c'est un des syndicats patronaux les plus puissants de Suisse romande. Puis vous avez une ministre verte qui arrive et qui vient faire la morale pour la redistribution. Et j'apprends que cette même ministre de l'économie refuse aujourd'hui à des entreprises qui voudraient venir installer leurs activités sur le canton de Genève, de services notamment, elle leur refuse les concessions fiscales que tout le monde a obtenues, qui créent de l'emploi, parce que j'aimerais rappeler que les employés n'ont pas de forfait fiscal. Et quand on est ministre, quand on est ministre de l'économie et qu'on en est à suicider le canton, pour lequel on est censé œuvrer, moi je me pose de grandes questions sur cette gauche arrogante. Caroline Cast. Bon, moi, je vais pas démonter le Parlement. tout le discours de M. Stoffer. Non, mais sur les lobbies, en fait, le vrai pouvoir est cette addition de cartels, de lobbies qui font leur politique en dehors du Conseil d'État. Déjà, j'aimerais revenir sur ce que M. Chevalier a dit. C'est une description d'une réalité qui ne concerne que la droite. Bien sûr, je représente... Mais la SLECA, ça existe aussi. Oui, mais moi, je ne suis pas payée par la SLECA. Je ne suis pas payée par la SLECA. Je suis vice-présidente de la SLECA. Je reçois 0 francs, 0,0. Aujourd'hui, vous êtes conseillère administrative en Ville-d'Aunay, donc forcément, vous recevez 0 francs de la SLECA. Non, mais ce n'est pas le cas à droite. Je veux dire, les lobbyistes sont payés. À gauche, nous, on fait du lobbying parce qu'on croit dans les causes. Et on a un autre job à côté ou un autre mandat à côté. Mais l'organisation dont on est membre du comité, etc., vous croyez que dans les associations de gauche, les gens des comités sont payés? Mais jamais de la vie. Donc, il y a un moment donné... moi, j'entends que ça prend beaucoup de temps, qu'il faut l'engagement politique, c'est compliqué, mais parce qu'on vit dans un système de ministres que je conteste absolument pas. Mais quand on vit dans un système de ministres, il faut avoir un job à côté, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas les jetons de présence qui vont nous permettre de payer les loyers ou de quoi remplir le frigo. Donc, il faut avoir un job à côté. Et donc, je suis désolée de le dire, mais quand on est salarié, parce que c'est le cas de l'énorme majorité des élus de gauche, on ne peut pas se permettre d'avoir des engagements si on n'a pas une certaine situation puis une certaine autonomie dans son travail. Et alors moi, je suis complètement d'accord par contre avec une chose qu'a dit Eric Stoffer, c'est que les fonctionnaires représentent aussi le corps électoral, les policiers, les autres. Et si d'autant plus, je dirais, dans une situation où Genève, il faut le rappeler peut-être pour nos spectateurs, Genève, c'est 60% de gens qui votent sur le canton à peu près, et après, moins de 40% de ces 60% de gens qui votent. Donc effectivement, les 5000 fonctionnaires, si on a à peu près ça compte. Oui, mais même si je ne suis pas sûre qu'ils aient tous le droit de vote, et je ne suis pas sûre que tous votent, mais peu importe. Des frontaliers. Ils représentent la population. Non, mais parce qu'ils peuvent être aussi permissés, et puis ils n'ont pas le droit de vote au niveau cantonal pour le moment. Donc, je m'excuse, mais ils représentent la population, ce sont des habitants, et moi, j'ai aucun problème à ce que ces gens participent et soient des élus à la vie politique. Parce que sinon, alors à ce moment-là, on interdit à tous les gars des régies de participer au Parlement et de siéger à la commission du logement, parce que finalement, ils sont partis, ils sont jugés partis. Mais bien sûr, ils sont jugés partis.
comme les enseignants le sont lorsqu'on discute d'enseignement. Mais c'est notre système qui veut ça. Alors sinon, on prend un système à la française, tout le monde professionnel, on est obligé de quitter son job, et puis on a comme ça, on est indépendant. Bon, pour moi, le problème, il n'est pas là, et je n'appelle pas un système je tiens au système de milice. Mais alors, à ce moment-là, il faut juste arrêter de faire une distinction entre les fonctionnaires et les représentants de l'économie, parce que finalement, ils sont pas du tout plus indépendants, sous prétexte qu'ils sont salariés par le privé. Mais quid des gens qui ne sont pas représentés? Parce que là, en fait, en gros, c'est la course à l'échalote à qui sera le mieux représenté par tel ou tel lobby. Mais le gros de la population, une grosse partie de la population qui, en l'occurrence, paye l'impôt. Genre 80% des locataires, justement. 80% alors, les des locataires sont représentés, mais sont aussi... représentés, mais bon, alors, par exemple, c'est la classe moyenne. La classe moyenne qui est disséminée un peu partout. La classe moyenne se trouve quelque part. Elle est représentée par qui? Le Conseil d'État Genevois, aujourd'hui, il a affaire à quelle clientèle, en fait? C'est ça la question. Voilà. C'est une clientèle qui est dans des segments vraiment extrêmes, vous l'avez dit, il y a des inégalités énormes. Donc, on rappelle que 34% ou 36,4% de gens. Plus de 36% des gens à Genève ne payent pas d'impôts. Et ce n'est pas des frontaliers, c'est des gens qui ne travaillent pas suffisamment pour gagner un revenu, un impôt sur le revenu, pour payer des impôts sur le revenu. C'est une exception suisse. Voilà, c'est vraiment un taux qui est vraiment le plus élevé de Suisse. Une exception suisse, c'est un choix politique aussi. C'est qu'on a décidé de faire... On a décidé que le plafond serait beaucoup plus élevé. C'est une clientèle très, très importante, même si elle-même, elle n'est pas politiquement active. Mais l'enjeu pour financer les services publics, les bus que utilisent, les ponts, les routes, les bibliothèques, les hôpitaux qu'ils utilisent, qui les financent? Ça, c'est une question très importante. De l'autre côté, à Genève, on a des fortunes richissimes. Dans la liste des 300 plus riches, Genève concentre d'énormes fortunes, notamment françaises, qui sont au forfait, des milliardaires, des multimilliardaires. Les banquiers privés aussi sont des milliardaires. On ne divulgue pas leurs fortunes, etc. Il y a des familles d'horlogers, etc. Et au milieu se trouve justement cette classe moyenne qui est faiblement représentée parce qu'aucun parti ne la sert ou n'est son porte-parole directement. C'est cette classe, et notamment la tranche des revenus entre 100 000 et 200 000, où on se rend compte qu'ils payent le taux d'impôt le plus élevé, 24% ou plus, 24-25%, alors que dans les tranches supérieures du dessus, c'est moins, et dessous, c'est moins. Donc, elle porte, cette classe moyenne, elle finance toutes les prestations de ceux qui ne payent pas d'impôts à Genève. Et quoi alors? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que finalement, le clivage, il est où aujourd'hui? Si je suis au niveau des partis de droite, les partis de droite, ils sont éventrés par un autre clivage qui est plus important, c'est cet écart extrême finalement entre le peuple et les élites. Parce que si je suis à droite aujourd'hui, au nom de qui je parle? Je parle du peuple, de la population, il y en a qui le font, mais d'autres parlent au nom des élites et ils ne peuvent pas tenir le même discours. Donc les droites sont un peu éventrées par ce clivage beaucoup plus important que les clivages traditionnels. Et ensuite, on a le problème de ces 34%, 36% qui sont là, on a une dette de 12% à Genève. Ces 36%, ce n'est pas des frontaliers, d'accord? Eh bien, on veut les faire qu'ils travaillent, on veut leur donner un emploi. Ça, c'est vraiment, vous avez raison, il faut leur donner un emploi. Maintenant, pour leur donner un emploi, vous écoutez Caritas, il vous dit comment on s'occupe de ce problème. Pour leur donner un emploi, il faut d'abord qu'ils aient des qualifications suffisantes. Parce que, gros problème, et on l'a découvert pendant le Covid, ces gens font la queue, ils sont des sans-papiers, il y a de très très nombreux sans-papiers à Genève, il y a une économie informelle. Ils ne payent pas d'impôts, vous m'excusez. Oui, ils ne payent pas d'impôts. Les torchons et les C'est pour serviettes. ça que je vous dis, ils sont sans-papiers. Ces sans-papiers ne payent pas. Ils sont dans cette nébuleuse qui ne paye pas d'impôts, mais qu'il faut financer, il faut faire... Voilà. Alors, vous voulez les intégrer, les insérer dans le monde du travail, etc. Il faut les former. Pour les former, ça coûte de l'argent. Pour qu'ils aient des qualifications. Je ne peux pas vous laisser. Alors, je termine juste. Voilà. Je termine après. On s'occupe des gens qui sont légaux. Les illégaux, c'est un autre problème. Prenons les gens qui sont légaux. Exactement. Mais nous, on les finance pourtant. Nous, on finance tous les gens qui résident dans à les Genève. 36% qui ne payent pas d'impôts que Mme Zaki relève, ce sont des gens locaux. C'est ça. Oui, mais Mireille Zaki a raison parce qu'à l'hôpital cantonal, ils rentrent dans les statistiques. C'est des gens qui ont des cancers, qui se font soigner par les hôpitaux. Non, mais ça, c'est clair. Au niveau des prestations, mais au niveau de ceux qui ne payent pas d'impôts, il ne faut pas croire que c'est tous des gens qui n'ont pas d'emploi. Et là, on a un autre problème à Genève. Oui, c'est ça dont il faut parler. C'est l'économie informelle. Entièrement d'accord. Non, je suis désolée de vous contredire là-dessus. Mais moi, vous avez beaucoup de personnes qui ont un emploi, mais parce qu'ils ont une famille nombreuse et qu'ils n'ont qu'un seul emploi faiblement qualifié, donc faiblement payé, pour une famille avec 3 enfants,
ils sont en dessous de la barre de l'imposition. Oui, vous avez raison. Ce ne sont pas des gens qui sont ni au chômage, ni au black, Alors, il y a ni ça. sans papier. La barre d'imposition est à 84 000 Oui, et on peut c'est revenir dur là-dessus. de Revenons tourner là-dessus. avec La effectivement, paupérisation de cette partie de la population qui n'arrive pas ni à avoir vraiment suffisamment pour finir le mois, ni à payer ses prestations d'assurance maladie aussi. Et donc, ça aussi, ils reçoivent une subvention. Et tout ça, c'est à la charge, évidemment, de l'État, qui le prend sur les impôts de ceux qui payent des impôts élevés à Genève, qui sont quand même la classe moyenne très, très largement, et aussi sur la dette. Donc, la conclusion à laquelle je veux venir, c'est qu'à la fin, la dette qui est la plus élevée de droite, Suisse aussi à Genève, qu'on n'arrive pas à éponger, qui est à 12 et à la fin, quel que soit... Genève est aussi un canton contributeur en Suisse. Oui. Alors oui, il y a aussi qui quelque chose à paye, dire, qui est parmi tout à celui fait qui normal est même au celui niveau qui du paye le plus fédéralisme. au pot commun. Ça, c'est encore un autre débat. Ouais, sauf qu'on ne sait pas défendre nos intérêts à Berne. Alors, on ça, ouvrirait c'est un certain. autre chapitre, c'est-à-dire qu'on paye beaucoup, mais on ne sait pas aller chercher. Ça, c'est un problème par rapport de faiblesse à ce problème politique de aussi. répartition des richesses à Genève. C'est qu'à la fin, qu'on soit de gauche ou de droite, il faut des revenus. Il faut des revenus. Les revenus aujourd'hui, ils viennent d'où à Genève? Ils reviennent de manière vraiment écrasante du secteur de la finance, du négoce de matières premières, un tout petit peu de l'horlogerie, mais Société de services. Oui, 30% des revenus, 30% des revenus du PIB genevois vient finalement de la finance, et ça ne change pas. Que nous envie toute la France. Les émirs que l'on a pour habitude de moquer, les émirs du Golfe, depuis très longtemps, ils ont décidé de diversifier leur économie. Diversifier l'économie, c'est anticiper le futur et avoir d'autres sources de revenus. D'où va venir la croissance de Genève ces prochaines années? Qui c'est qui a pensé? C'est vrai, on a des partis de gauche qui pensent peu à amener des recettes, puis on a des partis de droite qui défendent les anciens revenus, qui aujourd'hui réfléchissent aux nouveaux revenus pour sauver un peu cette situation. Il faut, à la fin, c'est ça. Il faut des revenus. Si vous permettez juste une mini-incursion. Si vous prenez le canton de Vaud, d'ailleurs, il est plus diversifié. Oui, il dépend moins mais il est d'un plus secteur. grand, il y a plus d'habitants. Ouais, C'est encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Il dépend beaucoup de l'immobilier, mais pas autant. Sur Genève, moi j'aimerais encore une fois ramener à la dimension genevoise, mais juste avec une phrase. Canton-ville de 500 000 habitants, c'est même pas un quartier de Paris ou de grandes métropoles, je veux dire, en France. Nous avons un parlement cantonal, 45 parlements communaux. Voilà. Pour Typique un demi-million. Mais je dis typique encore aussi une fois, des réformes quand qu'on n'a vous allez jamais pu expliquer faire, ça, le doublon notamment à notre ville-canton, ami qui coûte français, extrêmement mais la Suisse cher. marche sur la tête. Qui coûte extrêmement cher. Une autre réforme extrêmement essentielle qui C'est n'a ça. jamais été faite non On plus a fait, dans la liste. On a refait la Constitution. Voilà, Oui, mais qui vous n'a avez abouti échoué. à rien. L'exercice. Enfin, on a joué, j'étais aussi. J'aimerais entendre Gilles Clavreul, justement, sur ce que vous venez d'entendre, et cette comparaison avec la France. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, et en particulier sur les chiffres qui ont été articulés, ces chiffres, quand on parle de 13 milliards, si on pouvait comparer ça avec la France, environ à 13 milliards du budget pour une ville française qui ferait à peu près le nombre d'habitants de Genève, ça équivaudrait à quoi? C'est très difficile. Il faudrait y travailler sérieusement pour pouvoir réincorporer dans le budget d'une commune ou d'une agglo, d'une métropole française, les dépenses qui sont assurées par l'État et qui sont très importantes, budget de la police, de l'éducation notamment. Oui, dans l'absolu, ça me paraît élevé, mais c'est commensurable avec les ressources de Genève qui sont elles-mêmes très élevées aussi. Après, la question, c'est celle de son utilisation. En vous écoutant les uns et les autres, je me faisais cette réflexion qui est alors vraiment au ras du bitume de l'analyse politique, qui est que nous avons vraiment des traditions politiques et des situations aussi, des modèles économiques, des modèles sociaux qui sont quand même extrêmement différents, et c'est ça qui me rend un peu réticent à esquisser des comparaisons, même si on peut toujours, on veut envoyer des chiffres, on sait le budget de la métropole de Lyon, par exemple, c'est vrai que c'est sensiblement quelque chose comme 5 milliards, mais encore une fois, la métropole de Lyon ne paye pas les profs, elle ne paye pas les policiers, etc. Alors il faudrait que je me livre là à des calculs, je ne vais pas le faire comme ça sur un coin de table, ce serait pas sérieux. En revanche, en vous entendant finalement reformuler des débats qui sont des débats anciens sur le partage des richesses, sur la redistribution, sur l'intervention des lobbies. Nous n'avons pas les mêmes débats en France, mais nous avons aussi nos débats récurrents, ce sujet dont on ne sait pas sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on trouve un certain nombre de problématiques communes, notamment sur le rapport que nous avons entre les représentants et les représentés, quelles délégations nous accordons, dans quelles conditions, etc. Et est-ce qu'on est dans un rapport de confiance qui se maintient ou pas ?
Ce qui me paraît assez évident, c'est que chaque territoire a son vie, sa vie, son histoire propre, ses singularités. Et typiquement, il y a des façons que vous avez de poser certains débats qui seraient inimaginables et inconcevables en France, à aucun point de vue. Typiquement, l'influence des lobbies sur la vie politique, en France, c'est littéralement le diable. C'est inconcevable. D'ailleurs, on a eu des débats pendant toute la campagne présidentielle sur les interventions supposées ou réelles d'ailleurs des cabinets de consultants dans la fabrication des politiques publiques. Ça a coûté assez cher en termes symboliques, en termes politiques à Emmanuel Macron et à son gouvernement, même si sur le plan légal, par exemple, il y avait rien, il n'y avait pas de dysfonctionnement et encore moins de choses répréhensibles. Mais symboliquement, pour un Français, le fait que des intérêts particuliers fabriquent, quelque part, interviennent dans le processus de fabrication de l'intérêt général, c'est très mal. Et d'ailleurs, cette idée nous vient d'un célèbre citoyen genevois qui est Jean-Jacques Rousseau. Donc, comme quoi, il y a quand même de la circulation des... Vous pouvez parler parce que Philippe Ball n'est pas là ce soir. Bon, alors, je vous rassure, au niveau fédéral, on a un problème avec les lobbies, notamment le lobby de la santé. Alors voilà, mais ça c'est un sujet très intéressant. Nous, on est dans un système parlementaire qui est fort. Et donc, chez vous, effectivement, en France, il y a un système présidentiel où l'exécutif est beaucoup plus fort que le Parlement. Oui, mais quand bien même. Alors, c'est effectivement une première différence, mais dans d'autres temps de l'histoire de la République française, où le parlementarisme était très fort et très installé, et l'exécutif plutôt faible, il y avait quand même cette séparation public-privé extrêmement forte. On voit bien que la culture politique suisse en général, pas seulement genevoise, est très différente de ce point de vue-là. Vous admettez beaucoup plus facilement, en fait, que des intérêts privés. Ce que vous disiez, c'est la société civile. Il faut effectivement qu'elle s'exprime, et pour vous, c'est normal qu'elle se prolonge dans la politique. Le problème, c'est effectivement les classes qui ne sont pas représentées ou moins représentées. Et là, on voit qu'il y a des capacités de blocage de certaines catégories. Le peuple reste souverain. Oui. Le Conseil général reste souverain. Maintenant, ce qui me désole, et je pense que c'est la même chose en France, c'est le taux d'abstentionnistes qu'il y a des gens qui se désintéressent de la politique. Et c'est ce qui, mais quand ils auront compris que toute leur vie est conditionnée à la base par le politique, peut-être qu'ils iront voter. J'ai même voulu un jour... Attendez, maintenant, on s'approche de la fin, il faut qu'on conclue. On voulait faire un tout petit pronostic, je vais juste finir. C'est le problème de la démocratie confisquée, c'est-à-dire, oui, effectivement, au plan formel, les institutions permettent que le peuple reste souverain, je suis bien d'accord, mais dans la réalité des choses, il y a une espèce d'aquabonisme qui s'empare de beaucoup de gens, parce qu'ils se disent, bon, ok, on va voter, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça a changé pour moi au cours des 10, 20, 30 dernières années ? Ces classes-là qui ne se sentent pas représentées, ces individus qui ne se sentent pas représentés, démissionnent de leur rôle de citoyen. On a tous ce problème-là. En fait, toutes les démocraties occidentales ont ce problème-là. On voit ce que ça donne. Ça donne la montée de formation. Et c'est soviétique encore en France. En Suisse, c'est vrai que c'est moins de 40% et ça s'effrite toujours plus, même si l'offre pour ces élections est de plus en plus forte. Alors malheureusement, il nous reste très 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 peu de temps. Je vous fais vite réagir en guise de conclusion parce que tout sera un peu précipité. Comme je suis le seul qui... Enfin, dont on a compris que vous ne seriez pas en campagne, mais quand même en campagne un peu. Je ne reviendrai pas en politique. Mais par contre, j'ai mon avis, effectivement. Je pense que j'ai l'expérience et les compétences pour pouvoir donner mon avis. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est une chose. Nous sommes dans un canton à majorité électorale de droite. Moi, je dis aujourd'hui que l'échec du canton est la faute aux droites au pluriel, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un objectif commun, sur un programme commun, pour dépasser leur querelle de clocher. Et ça donne comme résultante que l'arrogance de la gauche peut prendre de l'ampleur. Ou pas, parce que si le personnel qui est présenté par la droite est mauvais, ça change les lobbies, puisqu'on parlait des lobbies... Il faut que les autres puissent parler aussi. Oui, mais je termine. Les lobbies, j'invite les lobbies économiques à faire en sorte de contraindre les droites à se mettre autour d'une table et à dépasser leur clivage, afin qu'un programme les réunisse. Et ce jour-là, on sera cohérent entre la majorité électorale du canton et le gouvernement. J'en ai terminé. Mais ça ne change rien, encore une fois, au statut et à la qualité de l'élu. Mireille Zaki. Dans un monde qui se déglobalise, se démondialise, qui doit retrouver un peu, s'autonomiser, il y aura une demande de social et pour la gauche. Alors, vous pouvez l'appeler l'arrogance, la gauche. Je dis, il y aura une demande pour la gauche.
supplémentaires pour développer les circuits courts, transition énergétique. C'est un petit peu, pour moi, c'est vers ça qu'on va aller. Alors que du côté de la droite, on est un peu dans une impasse au niveau business aujourd'hui pour le développement de notre région, vraiment. Et ça doit, effectivement, les droites doivent peut-être se mettre ensemble et trouver un nouveau projet, un nouveau business model, un nouveau pitch. Mais il faut du renouveau là. Mais la gauche, elle a des offres, là, on l'a vu un peu en France aussi, qui est toujours un peu le signe annonciateur. Alexandre Chevalier, après le constat assez finalement désolant qu'on a fait aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine d'aller voter, de réélire, de participer, à part pour Caroline Cass, évidemment. De participer, évidemment, d'aller voter, évidemment, de mieux former les nouvelles générations, de faire confiance aussi aux générations montantes dans les partis. Il y en a, et Dieu merci à droite, et en particulier au PLR, il y a une nouvelle génération montante très intéressante qui va se développer dans les 10 à 15 ans qui viennent. Et on peut espérer qu'elle a une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle intelligence. La droite, les droites doivent réfléchir dans le monde dans lequel ils sont, dans la réalité dans laquelle ils sont, c'est-à-dire, j'ai déjà dit ça sur ce plateau, mais l'écologie bleue, prendre en fait ce qui vient en fait comme une opportunité aussi économique, se réinventer sur le modèle. Je trouve ça terrible ce qu'a dit M. Stauffer sur le fait que ce sont les lobbies qui doivent forcer les partis en fait à prendre des décisions. Mais bien au contraire, mais justement, il faut que les partis reprennent la main et que justement on ait un personnel politique qui reprenne la main parce qu'avec des politiques forts, vous avez un État plus fort. Et pas l'inverse, c'est-à-dire des politiques qui dirigent en fait l'État et pas l'État qui dirige les politiques ou des lobbies et c'est un libéral qui dirigent les politiques. Mais parce que si vous avez un politique fort, l'État devient plus fort et devient meilleur. Et donc ce que vous voulez, c'est améliorer la qualité de vie des gens, que vous soyez de gauche, de droite, du centre. Et je crois que là, on partage tous ce but-là, bien évidemment, sans avoir les mêmes recettes en tête, la même vision. Et je crois que celui qui gagnera, c'est celui qui arrivera à trouver la quadrature du cercle dans ce que disait en fait Mireille tout à l'heure sur décroissance versus nouveau Dubaï. Il faut qu'on trouve la synthèse de ça. Celui qui trouve ça, il gagnera les élections pour les 30 ans qui viennent parce qu'il aura démontré qu'il est capable d'avoir une vision politique. Ça sera le thème de la deuxième émission. Gilles Clavreul. Moi, je ne vais pas me livrer au jeu des pronostics. Non, pas de pronostics. J'en suis bien incapable. Ouais. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que là... Je suis désolée, il faut vraiment qu'on aille très très vite. Quelques mots et Caroline. Arriver à tracer une vision, j'ai l'impression que on est tous là, dans les démocraties européennes, à chercher à se sortir un petit peu de l'immédiateté, d'un contexte international qui nous enserre beaucoup et qui est légitimement angoissant, et aussi à dire, et en particulier d'ailleurs aux plus jeunes, voilà, tout n'est pas perdu, il y a des réalités qui sont effectivement inquiétantes, mais il y a moyen aussi de tracer des perspectives d'avenir. C'est un lobby. Oui, mais ça impose de retrouver, en effet, c'est pas un lobby, de retrouver le politique dans toute sa majesté, dans toute son importance et sa noblesse. Oui. Caroline Cast. La noblesse en question, ça serait effectivement d'avoir des politiques qui œuvrent pour la qualité de vie et le bien commun. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'à droite, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils œuvrent à la maximisation des profits, de leurs profits, aux dépens de cette qualité de vie et du bien commun. Et je pense effectivement que la population, elle doit vraiment marquer son choix de savoir si elle veut une qualité de vie, ce qui va impliquer effectivement du social, parce que c'est pas possible de faire la transition énergétique sans se préoccuper des gens qui vont devoir payer la facture, ce qui implique effectivement peut-être brider un peu l'économie pour l'orienter sur des économies renouvelables, des choses qui sont durables et qui ne détruisent pas la planète. Et aujourd'hui, moi, je pense que la population, elle veut plus un modèle néolibéral débridé. Elle veut effectivement une régulation parce qu'elle veut retrouver une qualité de vie. Et c'est vraiment ce pari-là que la gauche fait et qu'elle va défendre pendant cette... Alors, qualité de vie, effectivement. Qualité de vie, ça sera, entre autres, le thème de la deuxième émission, du deuxième volet que nous consacrerons à Genève après. Genève ingouvernable, ça sera Genève Quo Vadis, comment nous développer très prochainement dans Le Point. Merci à tous nos invités ce soir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est notre nouveau créneau horaire pour parler de la neutralité suisse en rapport avec l'Ukraine et la crise énergétique, bien sûr, ce que veut et prépare Vladimir Poutine de son côté. Ce sera dans Le Point mercredi prochain avec nos invités Christophe Blocher, Lisa Mazzone, Frédéric Ancel, Bernard Guetta et Philippe Val qui fera sa rentrée à nos côtés pour toute la saison. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et une belle soirée à vous toutes et tous sur les Monts Bleus.